Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Zoé Genot. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Mais on fait d'abord un petit tour en Wallonie. Aujourd'hui, c'est le renouvellement du conseil d'administration de Netis. On en a beaucoup parlé. Et on apprend qu'Écolo refuse d'y siéger. Alors pourquoi? Voilà 3 réponses possibles. Petit A, Écolo n'a pas envie de se mouiller. Petit B, Écolo n'a pas confiance en le futur conseil d'administration. Et petit C, Écolo veut s'aborder Netis. Petit B, clairement. Donc, on s'était mis d'accord au niveau de la commission d'enquête Publifin sur toute une série de constats de ce qui avait dysfonctionné. Et dans les recommandations, on avait dit qu'il faut renouveler le conseil d'administration, mettre des nouvelles personnes dans ce conseil d'administration et des nouvelles personnes dans le comité de direction. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de rejoindre un conseil d'administration où, par exemple, les trois membres indépendants du conseil d'administration sont des personnes qui ont dysfonctionné par le passé. On l'a vu, on a constaté le rôle qu'ils ont joué dans tous les problèmes qu'on a connus à Publifin. On propose de continuer à travailler avec M. Moreau à la tête de Publifin. Pour nous, ça ne va pas. Il y a quelques mois, CDH, PS et maire étaient d'accord pour dire on ne peut pas continuer à travailler avec ces gens. Et maintenant, on nous dit vous devez rentrer dans ce conseil d'administration et travailler avec ces gens qui ont vraiment posé toute une série d'actes qui, pour nous, sont inacceptables. Mais dans ce conseil d'administration, il y aura quand même 7 nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes-là pourraient faire pencher la balance pour justement écarter les anciens. Mais quand on voit justement qu'on a repris les 3 anciens, on a bien compris que du côté du CDH, du PS et du MR, il n'y a pas de volonté de changer. Sinon, on n'aurait pas remis ces 3 anciens qui ont posé problème, qui ont été cités dans la commission d'enquête, qui ont été auditionnés, qui ont caché les salaires qui étaient donnés aux responsables. Mais le gouvernement wallon dit que ce n'est pas le gouvernement qui peut les faire démissionner, que ça doit venir du CA. Non. Ça, c'est par rapport au comité de direction. Mais par rapport au nouveau conseil d'administration, ce sont les partis qui décident qui on met dans ce conseil d'administration. Et donc, on a totalement la possibilité de le changer entièrement pour repartir sur une bonne base. Et nous, on est d'accord pour siéger dans ce conseil d'administration, mais pas pour y faire la même chose que par le passé. Et là, les signaux qui nous sont envoyés, c'est on va continuer à faire la même chose avec les mêmes personnes et avec la même personne à la tête de cet organisme. Pour nous, c'est inacceptable. Alors, dans la tourmente Netis Publifin, on avait relancé un groupe de travail, de réflexion sur la gouvernance à Bruxelles. Est-ce que vous êtes satisfait des premiers résultats ? Mais je suis contente qu'on travaille parce que c'est nous qui avions demandé en février qu'on lance ce groupe de travail, etc. Je suis contente qu'on avance sur un texte sur la transparence des rémunérations, qui gagne quoi dans toute une série d'organismes publics, qu'on sache quels sont les subsides qui sont octroyés, etc. Ce qui ne se fait toujours pas en région bruxelloise. Par contre, j'avoue que je suis un peu désespérée par la lenteur du travail et par les réticences qui se lèvent à certains moments. Oui, d'accord pour la transparence, mais pour le contrôle des revenus, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre après 2018? Est-ce que pour les salaires privés qu'on va devoir rendre en partie publique, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre après 2018, etc., etc. Au niveau de la commission de déontologie, on voudrait que chaque citoyen puisse écrire à la commission de déontologie pour dire ben voilà, j'ai appris tel ou tel agissement, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Là aussi, on sent une réticence à laisser les citoyens s'adresser à cette commission de déontologie. Allez, est-ce qu'on peut tirer les conclusions de tout ce qui s'est passé et enfin prendre ces décisions et les voter? On a encore une réunion vendredi, j'espère que ça va enfin être le cas. Alors pour aller un petit peu plus loin, Écolo voudrait qu'on protège les lanceurs d'alerte dans cette logique-là, donc tous ceux qui dénoncent les abus au sein des institutions bruxelloises. Alors ça tombe assez bien puisque la majorité vient de déposer un texte qui invite le gouvernement bruxellois à saisir le comité de concertation fédéral-région pour que le fédéral porte à l'Europe le dossier pour qu'il y ait un cadre pour protéger les lanceurs d'alerte. Vous êtes satisfait? Mais donc, bien sûr, on trouve qu'il faut protéger les personnes courageuses qui disent ce qui ne fonctionne pas dans telle entreprise ou dans telle entreprise publique. Mais dire, on va demander au fédéral, qui va demander à l'Europe, ça ne peut pas être un prétexte à ne rien faire chez nous. Et donc nous, on a mis sur la table un texte pour qu'en région bruxelloise, on protège les fonctionnaires qui disent l'argent est mal utilisé ou dans telle ou telle situation, on n'a pas fait payer ce qu'aurait dû payer telle ou telle personne. Ces fonctionnaires courageux qui, après avoir essayé de faire bouger les choses dans leur institution, n'ont pas été entendus, doivent pouvoir, quand ils s'adressent à la commission de déontologie, aux médiateurs et autres, être protégés. Et ce serait quoi comme type de protection? Et bon, donc là, l'idée, c'est en fait, on se calque sur la loi harcèlement pour que quand quelqu'un a mis une plainte qui est effectivement fondée, il puisse être protégé pendant 2 ans.
aussi bien, je dirais, par rapport au licenciement que par rapport au type de fonction qu'il occupe. Parce que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les personnes qui osent parler, bien souvent, sont un peu placardisées et on les met dans des emplois où il n'y a rien à faire. Et il n'y a rien de pire que de n'avoir rien à faire. Et ça, c'est quand même sous-tendu, lié à la mise en place d'un médiateur. Médiateur que vous appelez de vos voeux depuis longtemps? Mais oui, donc à l'heure actuelle, les citoyens ils sont un peu perdus dans la jungle des administrations bruxelloises, qui ont un gros problème avec l'administration qu'ils n'arrivent pas à résoudre, n'ont pas de porte auquel frapper. Au fédéral, ça fait 20 ans qu'il y a un collège des médiateurs fédéraux. En Wallonie, il y a un médiateur depuis plus de 10 ans. Et à Bruxelles, on n'a toujours pas ce médiateur qui est vraiment pourtant une interface très utile. Moi, j'ai envoyé pas mal de citoyens qui étaient perdus, qui avaient des gros problèmes avec l'administration fiscale, avec l'Office des étrangers, frapper à la porte des médiateurs fédéraux. Et ils ont chaque fois été ravis de l'accueil qu'ils ont eu. Et comment vous faites le lien entre les lanceurs d'alerte et le médiateur? Mais donc, en fait, l'idée est qu'un fonctionnaire qui a essayé de faire bouger dans son administration la hiérarchie et qui n'a pas été entendu, puisse lui s'adresser au médiateur en disant « Ouh là là, ce qui se passe dans mon administration, c'est très grave, venez voir, menez l'enquête » et ce seraient les médiateurs qui pourraient mener cette enquête. Alors, quel accueil la majorité a réservé à cette proposition? Eh bien, j'ai senti que, en tout cas, les gens étaient globalement d'accord sur le fait qu'il fallait avancer pour les médiateurs et pour les lanceurs d'alerte, maintenant, ce que j'espère, mais qu'il fallait quand même entendre le gouvernement, etc., pour voir si le gouvernement était d'accord. Ça c'est en général moins bon quand on vous dit ça. Donc, il va falloir juger sur pièce. Est-ce qu'on est d'accord pour réunir rapidement la réunion, pour pouvoir travailler rapidement sur ces projets? Parce qu'ils sont de fait dans les tiroirs du Parlement bruxellois depuis plus de 15 ans. Si on parle des prochaines élections communales, votre commune, Saint-Josse, est-ce que vous imaginez, après le prochain scrutin, en 2019, 3 ou 4 femmes échevins dans le collège? Qu'est-ce que ça changerait? Mais à Saint-Josse, le plus important, c'est qu'on ait des personnes très compétentes. Et donc, je pense que des femmes seraient à même de mettre un peu de fraîcheur dans ce conseil d'administration. Et on le voit en région bruxelloise, on a énormément de femmes compétentes et qui s'engagent, puisque 47% des conseillers communaux sont en fait des conseillères communales. Donc il y a plein de femmes qui ont envie de participer et à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'on ne leur donne pas suffisamment l'opportunité de le faire. Et donc moi, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on se dise, il y a des talents chez les hommes, il y a des talents chez les femmes, utilisons tous ces talents. Alors si je vous pose la question, c'est parce qu'hier, il y a un groupe de travail qui a abouti à un accord qui doit encore être validé évidemment par un vote au Parlement qui dit que les collèges devront respecter la parité à partir de 2019. La parité, donc 50-50, sauf si, alors on tomberait dans 2 tiers, 1 tiers. Est-ce que vous êtes satisfait chez Écolo? Mais donc nous, déjà, on est satisfait qu'on ait pu travailler sur le sujet, parce que Barbara Tract avait déposé le texte qui a mené à cet accord il y a plusieurs années. On a eu beaucoup de mal pour lancer la discussion, parce qu'on s'en rend compte, au niveau des échevins et bourgmestres, là, les femmes sont moins bien représentées. Chez Écolo, on a 47% de nos échevins qui sont et bourgmestres qui sont des femmes, mais dans les autres parties, on n'est encore qu'à 37%. Donc, il faut améliorer la situation. Nous ne sommes pas totalement satisfaits parce qu'on s'est rendu compte que pendant la discussion, qu'il y avait encore énormément de craintes. On nous disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même déroger, ne pas tenir compte du bourgmestre, ne pas tenir compte du président de CPS, ne pas tenir compte de l'échevin flamand? Et là, franchement, on est en 2017, il faut qu'on avance. Ouais, quand on lit la proposition ici de l'accord, on voit que la règle, c'est la parité, 50-50, mais qu'on peut déroger à 1 tiers, et puis qu'il y a encore quelques exceptions. Finalement, qu'est-ce qui va être obligatoire? Qu'est-ce qui va s'imposer? Mais donc, ce qui va s'imposer, c'est 1 tiers chez les échevins, donc ça s'impose. Et que la règle générale, c'est quand même, au niveau des échevins et échevines, c'est la moitié qui devrait être, donc si vous en avez 10, eh bien, ce serait 5-5, si vous en avez 9, ce serait 4-5. Donc moi j'espère en tout cas, c'est que la fois prochaine qu'on se retrouvera après les élections, on aura des meilleurs chiffres qu'à l'heure actuelle. Alors les femmes, on en parle encore sur un autre sujet, c'est suite à l'affaire Weinstein, on voit que la parole s'est libérée vraiment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Balance ton porc ou MeToo, où finalement on dénonce soit des cas de sexisme ordinaire, soit des harcèlements, soit carrément des viols. Quelle réponse politique est donnée à ce mouvement spontané? Moi, j'ai été très touchée quand j'ai lu les témoignages de gens qui expliquaient, voilà, dans mon premier boulot, mon patron m'a saisi les seins. Quand j'ai été au parc pour la première fois à 11 ans, je suis tombée sur un type qui m'a dit « tu es bonne », etc. Et on sent vraiment toute la douleur des femmes quand elles mettent cela sur la table. Donc la première chose, c'est vraiment, moi, je ne supporte pas que des gens disent « oui, mais qu'est-ce qu'elles font là sur les réseaux sociaux ?» On voit l'ampleur du problème, on voit que toutes les femmes sont concernées. Donc, qu'est-ce que j'attends? C'est que chacun se dise à son niveau
on ne laisse plus passer. On ne laisse plus passer les blagues. Quand il y a une femme qui ose parler dans le milieu professionnel, il faut que tout le monde autour, hommes comme femmes, soutiennent ces femmes qui osent parler, etc. Et nous, au niveau politique, notre boulot, c'est de dire, ça ne doit pas être tout en bas de la pile. Ah oui, une plainte de femme qui dit que ceci, qui a été un peu harcelé, hop, en bas de la pile, dernière priorité. Il faut qu'on fasse remonter ça dans les priorités, que ce soit en gestion du personnel dans nos administrations, que ce soit au niveau policier, que ce soit au niveau de la justice. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des signaux clairs qui soient envoyés. Oui, parce que la législation, elle existe déjà. La législation est parfaite. Que ce soit au niveau du sexisme, du harcèlement, des agressions, la législation, elle est là. Le problème, c'est le suivi sur le terrain. Et c'est la honte qui fait que la majorité des femmes, on ne va pas porter plainte. Hein. Oui, on a un monsieur qui nous a relevé notre jupe. Est-ce qu'on va porter plainte? Non. Eh bien, il faut que ça s'arrête. Non, monsieur ne peut pas relever notre jupe. Alors, on va venir au baromètre politique qui a été publié hier, notamment dans la Libre Belgique. On voit que Écolo est le deuxième parti à Bruxelles. Ça met de bonne humeur, Jean Voran, je suppose. Bon, c'est clair que c'est qu'un sondage, mais ça met de très bonne humeur. Et moi, j'espère que c'est le fait de pouvoir être deuxième parti, ce serait l'occasion de peser effectivement. Parce qu'à l'heure actuelle, on a un petit parti avec peu de moyens. Et on voit, on a parlé du travail de Barbara Tract sur la parité dans les collèges tout à l'heure. La semaine passée, on parlait des tests de situation contre la discrimination que le ministre de l'Emploi a lancé. C'était grâce au travail qu'on a lancé au Parlement. Mon collègue Stéphane Azé au Parlement wallon a réussi à avancer la rentrée parlementaire de 3 semaines. Un autre collègue a réussi à faire passer un grand plan pour la réduction. Donc je pense que même de l'opposition, même avec très peu de moyens, on fait avancer les choses. Dans les commissions d'enquête, Kazakh-Gate, SAMU Social, Publifin, on a été en première ligne. J'espère que c'est peu à peu les citoyens qui se rendent compte du travail qu'on effectue. Ouais, vous n'avez pas de regret de ne pas être monté dans la majorité suite à tout s'est passé cet été? Mais non, aucun regret. Nous, on n'a pas envie de spécialement un poste. On a envie de faire du boulot sur la gouvernance. C'est ce qu'on est en train de faire. Et pour l'instant, le système n'a pas encore été totalement changé. Donc, non, pas de regret à ce niveau-là. Mais ce que j'espère, c'est que justement, avec des bons résultats, soutenus par les citoyens, on ait l'occasion de peser nettement plus dans les années à venir. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, à la même heure, vous retrouvez une nouvelle interview présentée par Jean-Jacques Deleu. Son invité sera Karine Lallieu. Bonne fin de journée à tous.